Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture, en décalant un peu la vérité devant la banque pour acheter un appartement avec 4 roues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Kevin Petit, pilote professionnel en course de côte. Dans cet épisode, on revient sur son parcours et ses débuts dans le milieu automobile. Et c'est là que tu te rends compte qu'avec le boulot, le rêve, la passion, la volonté, puis la discipline, bah t'arrives quand même toujours à t'en sortir, même dans un sport qui est dit très élitiste et qui, c'est vrai, de base, t'ouvre pas trop les portes. On revient sur sa traversée du désert depuis 2023 et des leçons qu'il en a apprises. C'est dans l'échec que t'apprends le plus, c'est dans l'échec que tu te remets en question, que t'apprends le plus sur toi-même, sur les gens qui t'entourent, sur les outils que t'as pour réussir. Alors évidemment, en 2 ans où on a connu l'échec, mais quasiment tous les week-ends, tous les jours, j'aurais même envie de dire, et je pense qu'il n'y a pas meilleure école dans la vie que les 2 dernières années que j'ai vécues. Tu montres que t'es un vrai sportif, tu montres que t'es quelqu'un qui se bat, quand t'es dans l'échec, que t'es traîné dans l'échec, que tu perds tout ce que la gloire de la victoire t'apporte, et que là, t'as plus qu'à te satisfaire de ta passion, de ta volonté, de ta discipline pour réussir. Avant de finir sur son accident et ce qu'il a ressenti dans la voiture à ce moment-là. Ce choc étant passé, il y a un deuxième choc qui est arrivé, qui était le plus important. Et là, par contre, entre les deux chocs, quand t'as la voiture qui vraiment... il n'y avait plus de roues attachées sur la voiture, donc elle glissait carbone sur bitume. Là, tu sens, tu sais que tu peux rien faire, tu vois le rail arriver de l'autre côté. Là, par contre, t'as le temps de réfléchir un petit peu, et puis à ce moment-là, moi, je m'étais vu mort. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que la liste avec les recommandations des invités est disponible en ligne. Pour y accéder, envoyez-moi un message privé au compte Instagram de Crisis. Bon épisode. Kevin, bienvenue sur Crisis. Comment ça va ? Ça va très bien, merci pour ton accueil. Content de faire cet épisode avec toi. Très content également, ça fait un moment qu'on essaie de préparer ça, donc ça fait du bien de pouvoir enfin se voir autre que dans les cours, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est là qu'on s'est rencontrés, où tu as fait une intervention en classe pour mon premier jour, et qui était fort intéressante, et je pense que c'est aussi ce qu'en sortira de cet épisode. Pour rapidement, dans les grandes lignes, présenter ceux qui nous écoutent justement aujourd'hui. Kevin Petit, tu es pilote de course aujourd'hui et tu fais partie de l'écurie Sébastien Loeb. Ouais, je faisais partie de l'écurie Sébastien Loeb, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Tu baignes depuis longtemps dans le milieu automobile. Première question pour justement te présenter un peu plus. Qui est Kevin en dehors de tous ces sports mécaniques ? Kevin, en dehors de tous ces sports mécaniques, c'est un passionné de la vie, c'est un passionné de travail aussi. Donc je pense que ces deux choses-là m'aident en fait à réussir aussi dans mon sport, puisque ça demande du travail, ça demande de la passion. Donc voilà, j'aime bien profiter, j'aime bien être entouré, j'aime bien apprendre et découvrir plein de choses. Et par-dessus tout, j'aime bien travailler dur avec beaucoup d'acharnement pour pouvoir aller au bout de mes objectifs. Donc voilà, c'est ça le Kevin à côté des courses. Très belle présentation. Et le Kevin dans les courses, justement, je crois que tu fait de la course de côte. C'est ça. Ce qui est un peu spécifique, on va dire. Je pense qu'il y a la majorité des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ou qui ont dû en voir quand ils allaient en vacances à Champs-Rousse, par exemple. Oui, par exemple, c'est un très bon exemple. Est-ce que tu peux nous présenter un peu dans les grandes lignes la spécificité justement de la course de côte ? Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, déjà, il faut comprendre qu'en sport auto, un peu comme d'autres sports comme la boxe, on a énormément de disciplines. Donc certes, on est tous des pilotes, mais il y a beaucoup de disciplines différentes, certaines qui se rapprochent, d'autres qui n'ont vraiment rien à voir. La course de côte, c'est une des disciplines les plus connues, non pas médiatiquement, mais en tout cas des passionnés, puisque c'est souvent une des premières solutions pour rentrer dans le sport auto, puisque c'est budgétairement parlant la discipline la plus intéressante quand on commence. Donc c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai commencé par la course de côte. Et pour la définir en quelques mots, grosso modo, la course de côte, c'est une compétition automobile qui va être, je trouve, un beau mélange entre le circuit et le rallye. Pourquoi ? Puisque on a des véhicules souvent issus du circuit, comme on peut le retrouver en endurance avec les prototypes, les sports prototypes, ou avec des grosses GT3, des Porsche ou des choses comme ça. Et ça se fait sur des routes qui se rapprochent de celles du rallye. Alors certes, sur asphalte, on n'a jamais de terre, et c'est souvent beaucoup plus court que les routes de rallye. Mais ça reste sur des routes de montagne, des cols de montagne. Donc voilà, je trouve que c'est un beau mélangeant de ces deux disciplines. Et puis voilà, la course de côte, en définitive, ça va être des épreuves qui se déroulent sur un week-end. On va faire 6 à 7 fois la même manche, en ayant 3 à 4 chronos d'essai et 3 à 4 chronos de course, souvent avec les 2 meilleurs résultats de course qui sont retenus pour faire le classement définitif.
Et puis tu es sur des tracés qui font maximum, on va dire 10-12 km, avec une exception en Europe qui est Trento Bondone en Italie qui fait 18. Et puis la plus grosse exception mondiale qui est Pikes Peak, qui est celle-là beaucoup plus connue, qui est un de mes plus grands rêves, et qui est pour moi la plus grande course de côte du monde, mais qui est aussi particulièrement longue. Et il faut comprendre que sur les courses en Europe, on n'est pas sur cette même référence. C'est des courses souvent déjà bien plus sécurisées et aussi plus courtes. Ouais, tu parlais de plus sécurisé parce que je crois qu'à l'époque, Pikes Peak, justement, c'était pas bitumé. Non, tu avais la moitié de la course qui était sur asphalte et la moitié de la course qui était sur terre. Et puis encore aujourd'hui, ça manque réellement de rails. Donc c'est vrai que c'est vraiment une course sur laquelle il faut y aller avec des petites pincettes. Alors que nous, sur les courses en Europe, on va pouvoir se permettre de prendre un peu plus de risques. Ouais. Je pense que Pikes Peak, c'est peut-être la course qui parle au plus de personnes. Peut-être pas de nom, mais tout le monde a déjà vu Harry Vatanen avec ce fameux pare-soleil. Puis même de nom, très sincèrement, globalement, beaucoup de gens arrivent à avoir la référence. C'est vrai que Pikes Peak, c'est très connu. Ça fait pour moi partie des plus grandes compétitions mondiales en sport automobile. Donc c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens. On en parle beaucoup, forcément médiatiquement parlant. Donc ouais, j'avoue que c'est souvent un des exemples que je donne quand je dis que je fais de la course de côte, puisque c'est beaucoup plus connu. Quand tu disais que c'était un de tes objectifs, c'est un objectif d'y aller ou de faire un podium, ou c'est un objectif vraiment de faire un podium parce que tu as déjà couru sur cette course justement? C'est mon objectif de la gagner pour le coup. On ne l'a encore jamais faite et puis ça passera sûrement par un entraînement assez spécifique et peut-être même des participations on va dire blanches, quoi, que sans intérêt sportif, pour apprendre la course, pour apprendre son fonctionnement. Mais c'est évident que le rêve de tout pilote, c'est pas juste de participer à des épreuves, en général c'est de les gagner, en tout cas c'est mon cas. Et évidemment que si un jour on a l'opportunité d'aller une ou plusieurs fois sur une course de côte comme Pikes Peak, l'objectif sera de remporter là-bas, quoi. Très, très beau rêve, donc j'espère que ça se réalisera. Ça se réalisera. Ça se réalisera. C'est une vraie mentalité d'athlète. Il faut. Première vraie question, entre guillemets, que je pose à tous les invités, c'est pour repartir un peu de ton enfance et de qui t'étais avant. C'est quoi tes premiers souvenirs de sport ? Les premiers souvenirs de sport auto, tu veux dire ? De sport en général, même si du coup, vu que tu as baigné dans le sport automobile très tôt. Plus ou moins, parce que moi j'avais une famille qui était issue du sport auto, mais ma mère avait la fâcheuse tendance à m'éloigner du sport auto, puisque mon père en faisait, mon grand frère qui a 20 ans de plus que moi en faisait. Donc elle s'est dit, celui-là c'est foutu, il en fera pas, je vais le mettre dans d'autres trucs. Donc elle m'a tout fait faire. J'ai fait du foot, j'ai fait du vélo, j'ai fait du roller, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley. Je m'étais un peu attaché sur le volley quand j'étais plus jeune. Et aussi du squash. Je t'en parle parce que je pense que c'est les premiers souvenirs que j'ai de sportif où j'avais la fâcheuse tendance à emmener rapidement ma raquette près des murs pour faire sortir un peu la colère des points perdus. Et heureusement que je ne fais plus ça en voiture, mais voilà, c'est ça mes premiers souvenirs. C'était quand même un petit gamin là qui arrivait pas au bout de son truc et puis du coup qui s'énervait contre les murs avec sa raquette. Et après je me suis mis au sport auto aux alentours de l'âge de 13 ans. J'ai commencé à être vraiment passionné puisque ma mère n'arrivait plus à maintenir le vol qu'il y avait entre moi et cette passion profonde du sport auto. Et puis on va dire que la structure sportive qui était gérée par mon frère et mon père en course de côte évoluait et ils avaient besoin de bénévoles des week-ends pour les accompagner là-dedans. Et donc forcément j'ai pu les rejoindre et puis commencer à faire l'assistance, la mécanique légère des premières voitures à 13-14 ans, et puis là ça m'a plus jamais quitté, quoi. Et du coup, donc tes premiers contacts avec le sport auto, c'était la mécanique légère, comme tu disais. Ouais. Mais vraiment de l'assistance, quoi. C'est nettoyer les pneus, changer les roues, nettoyer la voiture. C'est vraiment la mécanique très légère. Et du coup, tes premiers contacts avec le volant ou la route, entre guillemets, ça s'est fait plus tard, je suppose ? Ouais, ça s'est fait un peu plus tard. Ça s'est fait plus tard puisque j'ai voulu faire du karting. J'avais demandé pendant longtemps à mes parents de m'acheter un karting. Forcément que ça a mis du temps à se faire. J'avais notamment entre-temps emprunté la voiture de ma mère pour montrer ma passion du sport automobile, mais ça m'a pas réussi. Et ça m'a pas fait gagner du temps dans ma volonté d'acheter mon premier kart. Et puis c'est à l'âge de 16 ans, en fait, après avoir travaillé 2 mois dans les maïs, à cultiver des maïs là, pour une ferme à côté de chez moi, que j'ai eu assez d'argent pour m'acheter mon premier karting. Et puis là, j'allais avec ma mère qui m'accompagnait régulièrement
quelques mercredis après-midi, après les cours, faire des petites séances de karting pour m'amuser, mais sans jamais avoir d'entraîneur, sans jamais faire de compétition. Ça va que mon frère avait un local à côté de la piste de kart, donc quand j'avais quelques galères mécaniques, il venait très volontiers m'aider. Mais voilà, j'avais quelques bases où il fallait graisser la chaîne, où il fallait changer de temps en temps quand même les pneus, mais c'était très léger. J'y allais pour rouler, et puis sans vraiment de but derrière. Moi, ça me faisait plaisir. Puis on n'y allait pas non plus très régulièrement. Je pense qu'en 2 ans, j'ai dû faire 10-14 séances de karting avant d'arriver à mes 18 ans, où là, du coup, on s'est tout de suite orienté sur la course de côte avec une monoplace. Ok. Et avant de partir justement sur ton début de carrière à tes 18 ans, comment tu te sentais, ou c'était quoi tes premières émotions que tu as eues justement les premières fois où tu es monté derrière ton volant de ton propre kart? Bah forcément, c'était fou. Après, les souvenirs sont lointains. J'ai beaucoup de souvenirs sur la course de côte, le karting un peu moins, comme dit, vu que c'était plus un plaisir qu'un objectif profond. Okay. Mais je me rappelais quand même vraiment tout faire pour essayer de battre mes chronos. Et si une journée j'y allais et j'arrivais pas à battre mes chronos de la journée d'avant, je sais que ça pouvait me prendre la tête pendant quelques semaines, quoi. C'était vraiment la volonté de toujours être le meilleur. Et puis à cette époque, t'es un gamin, tu rêves très vite de beaucoup de choses, presque souvent et même régulièrement irréalistes. Mais je me voyais déjà faire une grande carrière en sport auto, en me disant, tu vois, pas si mauvais en karting, c'est sûrement meilleur que les autres, ça va le faire. Alors évidemment, aujourd'hui, je suis très fier déjà de ce qu'on a pu accomplir, mais voilà, c'est beaucoup de travail, et puis les rêves suffisent pas toujours. Et je sais qu'à cette époque-là, le karting me donnait beaucoup de rêves. Pour autant, on n'avait jamais fait de compétition, je m'étais jamais confronté à qui que ce soit, et on était encore tout en bas de la très longue échelle qu'est la réussite en sport auto. Ok, et justement, tu parlais de beaucoup de rêves que tu as eu avec ces débuts en karting. Est-ce que quand tu as commencé à basculer sur la course de côte à tes 18 ans, tes parents étaient encore Enfin, est-ce qu'ils te suivaient là-dedans, ou est-ce qu'ils ont continué d'essayer de te freiner dans cette direction? Non, à ce moment-là, ils m'ont laissé gérer. Ça a été toujours simple. Le deal, il était simple avec mes parents. C'était écoute, nous, on te soutiendra dans tous tes projets. Maintenant, on va quand même pas bouger le petit doigt. Si tu veux faire du sport auto, tu te débrouilles. On n'a pas d'argent à mettre là-dedans. On n'a pas de temps à y dédier. Alors, la chance que j'avais, c'est quand même que mon frère et mon père avaient créé un team qui s'appelait à l'époque le Team Petit Autosport, qui s'appelle toujours le Team Petit Autosport. Et j'avais un peu la porte d'entrée dans cette écurie en disant si tu trouves ta voiture, si tu trouves tes mécanos, tu viens, la porte est ouverte, on a une place dans le camion, on emmène ta voiture et tu passes les week-ends avec nous. Mais pour autant, c'était vraiment marche ou crève, quoi. Si tu veux faire du sport auto, tu trouves tes solutions, tu te débrouilles. Nous, on peut te conseiller, mais on n'en fera pas plus. Ok. Et du coup, avec cette mentalité marche ou crève, parce qu'on en parlait un peu avant off avec Hugo, la dernière invitée que j'ai eue qui fait du vélo à haut niveau, justement, je lui ai dit qu'elle m'avait passé la passion et que j'avais envie de faire du vélo. Et quand j'ai vu les prix des vélos, ah ouais, c'est calme. Là, le prix d'une monoplace, c'est pas le même prix qu'un vélo. Non, je pense que c'est encore un peu plus cher. Comment justement t'as fait pour réussir à, entre guillemets, gagner ta place dans l'écurie, entre guillemets, en amenant ton volant hétéro? C'est toujours compliqué. Moi, les débuts, ils ont été fastidieux pour acheter la première voiture. Et c'est vrai qu'on a un sport qui est dans les plus chers. C'est un milieu qui est très élitiste, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de familles qui ont de l'argent. Et encore, on l'évite un peu en course de côte, puisque on a beaucoup de familles comme la nôtre, qui sont des familles de passionnés, qui se sont acharnés pour y arriver. Moi, j'ai vu faire. J'ai écouté, quand j'étais jeune, les récits de mon père qui lui voulait se lancer dans le sport auto. Il tenait un petit garage de mécanique en Haute-Savoie, et il avait acheté sa voiture comme il pouvait, et il partait le vendredi soir après la fermeture du garage avec une dépanneuse et la voiture sur la dépanneuse. Il avait mis tout aux mêmes couleurs. D'ailleurs, j'ai la miniature, je me suis fait faire la miniature de cet attelage parce que ça me fascinait, quoi. Là, c'était encore plus des passionnés que nous aujourd'hui, où je pense que très peu de gens seraient prêts à lever le petit doigt comme l'avait fait mon père à l'époque pour démarrer. Et j'ai baigné dans ces récits où il me racontait, moi le vendredi soir, il partait du bureau et il faisait la route toute la nuit, il roulait samedi, dimanche, le soir il repartait pour ouvrir le garage le lundi matin. Et c'est là que tu te dis, la passion n'a pas de limite, quoi. Il faut simplement trouver la volonté au fond de nous pour se dépasser. Et puis c'est un peu
là-dessus que je me suis basé quand j'ai démarré ma carrière, c'est de dire oui, c'est vrai, bah, t'as pas grand-chose, mais en même temps, t'as déjà beaucoup plus que ton père à l'époque. Ben, t'as tout pour réussir, donc fonce. Et c'est là que tu te rends compte qu'avec le boulot, le rêve, la passion, la volonté, puis la discipline, bah, t'arrives quand même toujours à t'en sortir, même dans un sport qui est dit très élitiste et qui, c'est vrai, de base, t'ouvre pas trop les portes. Et encore, je le redis, en course de côte, on a de la chance puisque ça l'est un peu moins. Mais donc, il fallait acheter cette première voiture, hein. J'avais décidé d'aller en monoplace parce que j'avais rêvé de Formule 1 pendant que j'étais gamin, parce que mon frère, à cette époque-là, roulait en sport prototype, mais avait pendant quelques années été au volant de Formule 3000, qui était une voiture qui me faisait rêver quand j'étais petit. Donc je m'étais dit, bah voilà, je veux aller en monoplace. La monoplace la plus abordable et la plus intéressante en termes de plan de carrière, c'était la Formule Renault à cette époque-là, donc j'en trouve à 20, 25, 30 000 euros. Ce qui était des gros budgets, forcément, quand tu sortais du karting à 1400 balles, quoi, et surtout que tu n'avais rien. Donc, je prends cette décision en septembre, quand j'ai 18 ans, pour la saison d'après, qui allait du coup démarrer aux alentours du mois d'avril. Et la première année, on ne parvient pas forcément à l'objectif d'acheter une voiture. Et puis, par différentes solutions, je trouve un petit peu de budget pour louer une voiture. Donc, j'ai un de mes partenaires qui me paye un week-end. Moi-même, avec le travail en été, j'en paye une. Et puis, mon père m'en offre une. Et j'ai commencé en 2015 avec 3 courses en championnat de France. Enfin, 2 courses en championnat de France et une course en championnat en Coupe d'Europe. Et j'ai commencé en faisant ces 3 courses avec une Formule Renault qui était louée à un autre team que le nôtre. Et c'est comme ça que c'était fait la première année. Et au moins, après ça, j'avais un petit peu de choses à raconter. Parce que la première année, quand tu vas voir des potentiels partenaires et que tu leur dis juste que tu as fait du karting les mercredis après-midi avec ta mère en train de graisser la chaîne, c'est compliqué de s'engager à nos côtés. Bon, ça ne l'était pas plus parce que mine de rien, en 3 courses, tu n'avais rien le temps de prouver. Et on n'avait pas fait grand-chose. Et à la fin de cette année, du coup, bah, j'embraye en essayant de chercher une solution pour m'acheter ma propre voiture. Et c'est là que j'ai enchaîné beaucoup de rendez-vous, de chercher des solutions pour essayer de m'acheter la première voiture. Qu'au final, on a réussi, je crois, en février. J'ai dû la commander pour un début de saison qui était pareil aux alentours du mois d'avril. Mais cette voiture, bah, il fallait un peu plus de 20 000 euros pour l'acheter. Moi, j'avais rien. J'étais alternant, je gagnais 600 euros par mois. Comme dit mes parents, ma famille ne voulait pas mettre un centime là-dedans. Je commençais à aller voir un peu des partenaires qui cherchaient un peu l'intérêt aussi, tu vois. Alors autant maintenant, aujourd'hui, on maîtrise un peu mieux ce processus, mais à l'époque, j'y comprenais rien. J'avais même pas une plaquette ou un dossier de sponsoring, j'avais rien. Je me rappelle être allé voir les premiers partenaires en faisant le tour de mon village après les cours. Je partais en marchant ou avec ma voiture, qui était la Clio 2 de ma mère, que j'avais récupérée après l'avoir encastrée dans un rail. Et en fait, j'allais voir un peu tous les partenaires toutes les boîtes. Et la première qui m'avait soutenu était l'auto-école qui m'avait fait passer mon permis, qui s'était dit tiens, c'est sympa, vu que je t'ai fait passer ton permis, bah, j'arrive à embrayer sur le fait que maintenant t'es pilote, en termes de communication pour nous c'est sympa, puis on te connaît, ça nous fait plaisir. Bref, voilà, ça c'était mon premier partenaire, mais il me dit est-ce que t'as au moins quelque chose à donner ? Une plaquette, un truc. Je dis ah putain, j'ai pas pris avec moi, mais je te la ramène demain matin avant d'aller en cours. Et je rentre chez moi, j'avais rien fait, j'avais rien eu. Donc je sors mon ordi, je commence à chercher sur internet c'est quoi un dossier de sponsoring, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut montrer. Donc je vois déjà qu'il fallait des photos. Moi j'en avais quelques-unes des 3 courses que j'avais faites, mais autant te dire que c'était pas fou. Donc je commence à aller chercher, à les mettre, je trouve d'autres photos sur internet. Bref, je finis la plaquette à 6h30 le matin, qui ressemblait à rien, hein. Je sais pas si t'as peut-être pas connu, mais avec Word, tu pouvais faire des titres en Word Art. Là, ça faisait un espèce d'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Bah, ça, c'était le titre de mon dossier. Donc, autant te dire que quand je le ramène, le gars explose de rire. Puis j'avais la tête défoncée. Donc, il me regarde, il me dit t'en avais pas, tu l'as fait cette nuit, hein. Et je dis ouais. Il me dit bon. Et puis, il m'a gentiment donné des conseils pour améliorer le truc à l'avenir. Puis, il a gardé la plaquette en me disant j'ai compris que c'était moi qui avais eu la première plaquette de la carrière d'un jeune homme. Je vais la garder et puis on verra ce que ça vaut plus tard. Encore des visuels de cette plaquette aujourd'hui ? C'est possible. Je sais pas si on en a retrouvé. Si, peut-être. Alors, peut-être pas de la première. Je suis pas sûr de la première, mais peut-être des 2-3 d'après qui étaient pas ouf non plus. Je dois encore avoir. Et
Et bon, donc avec ça, j'avais trouvé mes premiers 500 balles, mais tu vois bien que 500 pour arriver à 20 000, il y avait encore beaucoup de travail. Et ça payait pas la voiture. Et puis d'ailleurs, ça n'a pas évolué plus vite que ça. Hein. J'ai continué à faire le tour du village. Des villages alentours, je trouvais pas. J'avais du mal. Et puis quand t'as pas de stratégie par rapport à ça, je venais, je toquais aux portes, je rentrais. J'étais souvent avec la secrétaire qui devait en voir 15 comme moi dans la semaine et qui me disait désolé, ça nous intéresse pas. Là où je me félicite, c'est que j'ai jamais lâché. Et je me rappelle que la deuxième méthode, qui était pas beaucoup plus glorieuse, avait été de voler quelque chose. Ouais, j'ai volé d'ailleurs. Pas si c'est bien de le dire ici, mais on va jusqu'au bout des détails. Mais j'étais en études à la CCI, donc la Chambre des commerces des métiers. Et en gros, on avait à un moment donné fait une semaine d'accompagnement à la recherche de partenaires pour un skipper qui partait pour le Vendée Globe. Okay. Donc là où ça m'a beaucoup aidé, c'est que déjà j'avais une plaquette professionnelle de partenariat que je pouvais, dont je pouvais m'inspirer. Forcément, je la garde avec moi. Et deuxième chose, c'est qu'on enchaînait les appels dans un amphithéâtre avec beaucoup de gens et avec des professeurs pour faire des appels de prospection pour l'aider à trouver des partenaires. Je pense que j'avais jamais rien ressenti de plus frustrant que de chercher des partenaires pour quelqu'un d'autre alors que moi-même j'en avais besoin, tu vois. Mais bon, je fais mon taf et puis quand j'étais pas trop contrôlé, qu'il n'y avait pas trop grand monde autour de moi, j'appelais pour moi. Alors, ça marchait pas forcément, mais j'avais fait quelques coups de fil pour moi. Puis au début, je prenais en photo les quelques contacts que je pouvais prendre en photo. Enfin voilà, je pars avec peut-être 60 contacts sur les 1200 qu'on avait. Et j'irai pas dans les détails expliquer pour comment j'ai fait ça, mais à la fin du compte, à la fin de la semaine, j'arrive à me tirer avec le fichier de prospection. Je le garde avec moi, puis je me suis mis à appeler toutes les boîtes. Et j'ai appelé les 1200 sociétés, et j'ai trouvé sur ces 1200 sociétés seulement 2 partenaires. Okay. 2 partenaires, dont un étant encore partenaire, et un avec qui on a travaillé ensemble pendant 6 ans quand même. Mais voilà, j'avais donc 3 partenaires, après avoir passé des... Du coup, à partir de là, tu arrives à débuter ta carrière en monoplace. Toujours pas. J'avais trouvé 3 000 €. Ok. Il fallait acheter une voiture à 20 000, plus ces 3 000 allaient servir aussi après. À la saison. Acheter les pneus, les machins, les trucs. Donc finalement, j'avais un peu tout, j'avais toujours pas la voiture. Et la voiture, je l'ai fait avec une manière encore moins glorieuse. C'est que je m'étais demandé si on pouvait pas faire un crédit. Et par ce crédit, je me dis, il y a peut-être moyen de trouver une solution. Et j'appelle quelques banques, forcément, qui me disent, un crédit à 19 ans, salaire en alternance pour acheter une voiture de course. Oh non, ça nous intéresse pas. Parce que maintenant que je comprends un petit peu le monde et le commerce, je comprends complètement et je l'aurais jamais accepté le crédit non plus. Mais du coup, je me pose un peu la question 15 fois. Je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas une solution pour s'acheter cette caisse. Je finis par un peu insister et puis finalement, en cherchant un peu, je me dis tiens, mais si je demande un crédit jeune en disant que je m'achète un appartement, ça passe. Et des appartements à rénover, tu trouves des trucs à 30-35 000 €. Alors, pas des folies, hein, c'est évident. Mais déjà, ça remonte à maintenant 10 ans, 9 ans. Donc c'était pas les mêmes prix. Puis ouais, je trouve un appart un peu d'occasion, quoi. Un privé qui vendait ça. Bim, je viens voir la banque avec le dossier. Par le biais de différentes discussions, différents accords, on met en place le dossier. Je reçois l'argent, j'achète la monoplace. Et derrière, forcément, le conseiller qui me rappelle, qui me dit mais elle est où il est où l'appartement, qu'est-ce qu'on en fait, tout machin, il me faut tel document. Moi je dis mais j'ai acheté une monoplace à la fin, j'ai pas d'appartement. Et là, forcément, on s'en est suivi plein de légères procédures qui, en définitive, ne m'ont pas impacté. Et on a pu finalement continuer. J'avais payé mes échéances les 2 premiers mois. Enfin, tout s'était bien passé nickel. Et puis, finalement, le conseiller qui s'était peut-être légèrement planté a pas eu de conséquences. Donc, voilà, il m'a même dit vas-y, fonce. Moi, ton énergie, là, elle me rend dingue. Vas-y, fonce. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture, en décalant un peu la vérité devant la banque pour acheter un appartement avec 4 roues, quoi. Et donc là, tu commences donc officiellement ta première saison. Ouais. C'était en 2015, c'est ça ? 2016, du 2016. Coup. Ouais, c'était la première saison que je faisais avec ma propre voiture. 2015, j'avais loué une voiture pendant 3 courses. Et là, on s'engage sur 5 ou 6 épreuves, je sais plus, parce qu'on a fait crescendo, forcément, il faut du budget. Et je m'engage sur 5-6 épreuves. Je crois qu'on est, dès cette année-là,
vice-champion de France. Deuxième du Challenge Open Formule Renault qui regroupait tous les pilotes engagés en Formule Renault. Donc c'est l'équivalent d'un titre de vice-champion de France. Avec une saison qui était bien à l'apprentissage de beaucoup de courses. Et puis moi je rentrais dans le bain des grands. Donc beaucoup de choses à apprendre. Et finalement ça se goupillait pas mal. Et puis de fil en aiguille on avait réussi à commencer à faire nos premiers podiums et à accrocher le podium au général. Parce que c'est ce que j'avais cru voir et comprendre. Tu as fait un sacré départ, entre guillemets, en professionnel en course de côte, avec un beau palmarès. Je crois que j'avais noté que 2018, tu as eu un record où tu as fait 9 courses pour 9 victoires en Formule Renault. J'ai fait un grand chelem, Donc un beau départ. Comment tu te sentais justement maintenant que tu avais réussi à faire toutes ces étapes pour avoir ta voiture, t'engager en course, tes premiers podiums et ce palmarès sur 2018-2020 où justement tu as enchaîné. À ce moment-là, comment tu te sentais et c'est quoi les émotions que tu avais Tu vois, à cette époque, c'était principalement une passion. Je ne pensais pas que j'en ferais mon travail comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, j'avais un job à côté. Ça venait vraiment en plus. Et c'était génial. Je pense qu'à cette époque, j'étais déjà passionné de voiture et j'étais passionné par la victoire. Donc forcément, quand tu repars avec ton trophée, quand tu es en tête du championnat et tout, c'était des émotions de fou. Et j'étais comme un gamin, mais toujours très exigeant. J'ai pas souvenir d'avoir fini une course en me disant t'as été exceptionnel. J'ai toujours fini une course en me disant bon, il y a quand même pas beaucoup d'avance, fais gaffe la prochaine. Bon, c'est vrai qu'on avait fini sur 9 victoires sur 9 épreuves. Pour autant, il y a toujours, je pense, de quoi progresser. Et j'étais principalement attaché à ça, plus au fait de fêter la victoire. On restait dans des catégories intermédiaires. C'était la suite qui s'annonçait être le plus dur. Et il fallait se préparer. Donc j'avais la chance en plus d'être bien entouré, bien conseillé. Donc c'est vrai qu'on avait fait des belles saisons. Cette Formule Renault avait apporté beaucoup de choses. Pour autant, voilà, je m'en suffisais pas. Il fallait continuer à progresser. Et à quel moment, du coup, justement, tu as eu ce déclic pour passer de passion à vraiment professionnalisation de... Ça s'est fait fin 2021. Ok. Après notre victoire en Coupe des Nations, j'avais fait une belle saison. J'avais été recruté en équipe de France. On avait gagné avec l'équipe de France. Et pendant toute cette année, je m'étais posé la question, et ce qu'a fait le déclic, c'était le fait d'avoir assez de temps pour pouvoir bosser correctement sur les courses. Si tu veux, aujourd'hui, je liais quand même un job de commercial, responsable de secteur et responsable de domaine d'activité dans le job avec lequel je bossais. Et c'était déjà des grosses journées. En plus, il fallait gérer les quelques partenaires que je commençais à trouver, puisque les compétitions étaient de plus en plus chères, les voitures de plus en plus chères, et il fallait s'entraîner et faire en sorte de gagner des courses. Et c'était trop, il fallait faire des choix. Et à ce moment-là, si tu veux, s'est présenté à moi la solution soit de continuer dans quelque chose d'un peu classique, continuer à bosser et faire ça d'une passion, soit aller au bout de mes rêves. Et vu que je suis un rêveur et que je vais souvent au bout des idées que j'ai dit maintenant on fonce, on va là-dedans, j'essaye, on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai 25 ans. Si je me casse la gueule, c'est pas grave, j'ai largement le temps et de quoi rebondir. J'ai pas de famille à élever, j'avais pas de contraintes. Donc j'avais tout qui me permettait de vraiment me lancer les yeux fermés et dire on verra ce que ça donne. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait le saut dans le milieu un peu plus professionnel. Alors professionnel, c'est apprendre de deux manières. En sport auto, ça peut être recruté par une écurie ou de simplement en faire son métier. Moi aujourd'hui, c'est mon activité à 100%, à temps plein. Donc voilà, ça nécessitait d'avoir une organisation complètement différente. Très belle mentalité plus je rencontre d'athlètes et plus je me rends compte qu'ils partagent tous plus ou moins cette mentalité de toujours aller de l'avant et d'avoir envie heureusement, j'ai envie de te dire. Heureusement. On a noté, on en a parlé un peu que tu as eu des débuts assez glorieux entre guillemets. Sur ton site, et tu en avais aussi un peu parlé quand tu étais venu nous voir en cours, l'année 2023 qui a été, je crois, une année très compliquée, où il y a eu beaucoup de problèmes techniques à répétition avec la voiture, j'avais noté. Comment, parce que maintenant que tu es d'un point de vue professionnel, il n'y a plus simplement l'aspect pilote où je fais mes courses, et contrairement à d'autres justement pilotes comme ce que tu disais, où eux ils ont juste à s'entraîner et à faire leurs courses, toi tu as tout l'aspect entrepreneurial qu'il y a derrière. Comment est-ce que tu as pris la chose et comment est-ce que tu as fait pour continuer d'avancer avec ces soucis ? Déjà, il faut comprendre que dans ma position, c'est vrai que j'ai 2 casquettes, peut-être même plus.
Alors, j'en ai deux principales, c'est celle du pilote et puis celle du chef d'entreprise. Mais clairement, quand je suis en course et que j'arrive pas à avoir le matériel qu'il me faut pour aller là où j'ai envie d'aller, c'est la casquette de pilote qui est touchée. Même si, évidemment, que ça pouvait soulever derrière des problématiques entrepreneuriales, je pense qu'à ce moment-là, quand la voiture fonctionnait pas, j'avais juste en tête le fait que ce dont j'avais besoin, le carburant qui me fait vivre, ça reste les victoires. Et j'étais dans l'impossibilité d'en avoir à ce moment-là. Après, forcément, quelques jours après chaque course, je me disais, bon, il va falloir quand même qu'on redresse la barre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de partenaires derrière, des partenaires qui, à ce moment-là, je pensais, attendaient beaucoup de résultats de ma part. Et donc, ça levait quand même certaines inquiétudes de se dire, bon voilà, cette année, elle se passe comme ça, il va falloir quand même à un moment donné que ça aille mieux parce que derrière, tu as des gens qui attendent du résultat et tu n'es pas en mesure de leur donner et de te le donner à toi-même. Mais très sincèrement, sur le moment, c'était vraiment la casquette de pilote, quoi. Le passionné de sport automobile, celui qui aime gagner, celui qui a envie de lever le poing à chaque victoire, qui était touché, qui disait putain, mais faut qu'on sorte de ce truc parce que moi, j'ai envie de me battre pour la victoire, quoi. Et cette casquette de pilote qui était touchée justement à ce moment-là, est-ce que tu te sentais bridé justement de ne pas pouvoir exceller à ton niveau ou montrer ce que tu savais faire sur ces années? À mort. Et puis le pire, c'est quand tu attaques un week-end. Et pourtant, je suis quelqu'un de très positif. Je suis toujours très, très positif. Et heureusement que je l'étais parce que derrière, en plus, tu as des gars qui t'accompagnent quand même tous les week-ends. Des mécanos, les gens qui sont avec toi, des gars comme Hugo qui sont derrière moi tous les week-ends. Et eux qui n'ont pas forcément le même regard que toi sur la situation, mais qui ont les mêmes objectifs. Ils se déplacent les week-ends, ils prennent du temps pour eux, sur leur vie privée. Ils le font pas juste pour les bouffer des saucisses les midis, tu vois. C'est vraiment pour qu'on gagne tous ensemble. Donc derrière, toi, t'as beau être au volant et voir que ça peut pas marcher, il faut que tu arrives à remotiver tout le monde parce que, en fait, si l'équipe, il y a un dérouage qui fonctionne pas, là, il y en avait déjà un, mais s'il y a un autre dérouage qui fonctionne pas, on allait tomber. Et il fallait garder la motivation chez tout le monde pour continuer à bosser sur la voiture, faire en sorte que tout soit en sécurité, qu'on aille au bout de cette année où on savait que l'année, au moment où ça devenait vraiment critique, elle était foutue. C'était pas grave, fallait se battre. Et il fallait apprendre. Il fallait capitaliser sur ces échecs pour essayer d'en faire une force plus tard. Mais c'est évident, quoi, c'était pas facile, il fallait un peu remotiver tout le monde, et moi-même, du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie, parce que t'es là, toi, te battre, à essayer de garder le sourire, parce que tu sais très bien que c'était négatif, c'est foutu pour les courses. Si les gars le sont, c'est pareil. Les partenaires, il fallait toujours être assez précis dans les explications, parce que ils attendaient même peut-être pas du résultat, mais au moins de comprendre la situation. C'était très énergivore. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que la situation elle est très énergivore et que c'est dur à tenir parce que dans ma tête, on est tout seul, tu vois, et c'est beaucoup de travail pour une seule personne. Mais c'est pas grave. Derrière tout ça, il y a l'objectif d'aller vivre de ma passion, de vivre un rêve et de vivre comme je vis aujourd'hui, où j'ai déjà le sentiment d'être dans un rêve tous les jours quand je me réveille. Donc ça vaut largement le coup. Et il n'y a pas un seul moment où tu doutes. Mais c'est évident que c'est pas facile d'aller te rendre sur une course, de bosser comme un fou pour cette course, mais de te dire il y a de grandes chances qu'il y ait ça, qui tiennent pas comme le week-end dernier, qu'on tombe en panne, qu'on n'ait qu'une manche ou deux nettes sur le week-end, et que derrière, les quelques peu de manches nettes qu'on avait, on n'avait pas de problème, limite tu réapprenais à piloter la voiture à chaque fois. Et donc on pouvait pas gagner comme ça. Et parce qu'avec le podcast, justement, il s'appelle Crisis, justement pour ça, pour aller à la rencontre des personnes qui ont réussi à transformer leur crise en opportunité. Le but, c'est essayer de comprendre un peu les clés ou les outils de la résilience, mais aussi de la performance. Je suppose que la performance, on l'a avec ton palmarès et la résilience cette année l'a montré. Est-ce que maintenant que c'est un peu passé et que tu as pu digérer ou analyser la chose, est-ce qu'il y a des conseils ou des choses que tu en retiens ou que tu en as appris et que tu peux partager justement à des gens qui ont envie de eux aussi vivre leur rêve? Avant toute chose, je dois quand même te remercier ou m'excuser, c'est à toi de me dire, mais je me suis permis d'utiliser le nom de ton podcast, Crisis, pour y donner la définition en préambule de la vidéo qu'on a montrée à nos partenaires sur cette saison. Parce qu'en effet, tu m'as fait découvrir la définition de ce terme, Crisis, que je ne connaissais pas, et qui est pour moi clairement la définition de ce qu'on vit depuis 2 ans. Et là où tu me l'avais très bien donné, et c'est pour ça qu'on avait décidé de présenter ce mot également, c'est que aujourd'hui, soit moi je me dis ok, t'as pas eu de chance, Kev, t'as fait les mauvais choix, ça marche pas, t'as pas gagné. Soit j'utilise tous ces termes négatifs qui au final, la conclusion ça va être quoi? C'est ouais, c'était chiant. Ouais.
Super. Soit tu capitalises, enfin j'utilise ce mot, mais soit tu crées des opportunités. On a vécu ce qu'on a vécu, ces difficultés-là, il fallait passer au-dessus. Oui, on a été résilient. Je pense que c'est même, ça a même été exemplaire au niveau de la résilience. Par contre, derrière, soit maintenant on se sert de ces moments-là et on arrive à progresser avec, soit on y jette par la fenêtre. Et on a jeté 2 ans de notre vie par la fenêtre. Alors ça, c'est inconcevable pour moi. Donc je me suis rapidement dit, et puis je le disais à tout le monde, je disais les gars, c'est dur, hein, mais déjà on va passer au-dessus, puis penser à tout ce qu'on va apprendre derrière. Parce que pour moi, c'est dans ces moments-là que tu apprends le plus. C'est dans l'échec que tu apprends le plus. C'est dans l'échec que tu te remets en question, que tu apprends le plus sur toi-même, sur les gens qui t'entourent, sur les outils que tu as pour réussir. Alors évidemment, en 2 ans où on a connu l'échec, mais quasiment tous les week-ends, tous les jours, j'aurais même envie de dire, eh ben, j'ai su transformer tout ça en apprentissage. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure école dans la vie que les 2 dernières années que j'ai vécues. Et je me félicite, ou en tout cas, je suis très heureux d'arriver à voir les choses comme ça, parce que du coup, tous les jours, je me dis, ouais, t'as appris un max de trucs. Ouais. Tu vas vraiment pouvoir être meilleur. T'as tout pour être meilleur maintenant. Parce que t'as compris plein de choses. T'as compris ce que tu voulais pas. Parce qu'à un moment donné, quand t'es sportif et que tu connais que le succès, t'arrives pas à accepter et à vivre l'échec. Et quand tu le vis, bah c'est là où en fait tu montres que t'es un vrai sportif. C'est pas dans la réussite. Tu montres que t'es un vrai sportif, tu montres que t'es quelqu'un qui se bat. Quand t'es dans l'échec, que t'es traîné dans l'échec, que tu perds tout ce que la gloire de la victoire t'apporte, et que là t'as plus qu'à te satisfaire de ta passion, de ta volonté, de ta discipline pour réussir. Parce que c'est sûr que de gagner une coupe ou de gagner une course, ça te donne un pic d'adrénaline qui peut te faire n'importe quoi. Mais quand tu l'as plus, gagner, c'est donner qu'à une seule personne sur une course. Quand tu es celui qui gagne, tu as la situation facile. Quand tu es celui qui a gagné et qui d'un coup chute, et c'est ce qui m'est arrivé après 5 ans où j'ai pas envie de dire que j'ai tout gagné, mais on gagnait quand même un paquet de courses dans mes catégories et beaucoup de titres. Et puis d'un coup, pendant 2 ans, t'arrives un truc lunaire, quoi. Tu comprends même pas, tu te dis mais... Et il y a des fois où tu te remets quand même en question, il y a des moments qui étaient très douloureux, hein. Il y a des moments où tu dois faire le vide, hein. Mais derrière, là, aujourd'hui, quand j'y repense, et puis je le dis à tout le monde, et puis je le dis sincèrement, hein, tout ce que j'ai appris, les compétences, comme moi, j'ai appris à me connaître moi aussi en tant que sportif, en tant qu'homme, comme j'ai réussi à m'entourer, enfin, c'est incalculable ce que ça m'a apporté. Ça me fait penser à 2 épisodes que j'ai tournés. Donc on en parlait tout à l'heure avec Océane Mahé, qui est coureur cycliste professionnel, où elle disait que contrairement à la boxe, le vélo, il y a beaucoup plus de perdants parce qu'il y a 150 personnes sur la ligne de départ et il n'y a qu'un gagnant. Donc ça rend humble là-dedans. Et le 2e épisode auquel ça me fait penser, c'est Arthur Planck, qui est un préparateur mental pour les gymnastes. Et il m'a fait une métaphore sur l'échec que je te partage parce qu'elle colle parfaitement à la thématique du jour, où pour lui, l'échec, c'est comme un rond-point, dans le sens où, en fait, tu as ton objectif et soit, on va dire, tu restes bloqué dans le rond-point et tu tournes en rond parce que c'était une année de merde et on fait rien. Mais c'est aussi l'occasion de se dire, ok, l'objectif, il est là. Peut-être que maintenant, je veux prendre cette sortie et un peu revoir ma route et y aller différemment ou changer d'objectif, pardon. Soit de me dire, ok, l'objectif, il est toujours là et on reprend la même voie et on continue tout droit, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est une très bonne métaphore. Moi, je te dis sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, quand on l'explique et qu'on annonce un peu les projets qu'on a à l'avenir, on peut dire... On peut maintenant, si tu veux affirmer ça, c'est la bonne voie. À l'époque, tu pouvais pas l'affirmer parce que tu savais pas où elle était la mauvaise. Et quand tu es passé par la mauvaise, qui résulte de mes choix, hein, ça y a pas à dire, hein, mais quand tu es passé par la mauvaise voie, tu es justement maintenant en mesure d'affirmer quelle est la bonne voie et de l'emprunter. Ouais. Tu vois ? Et ça, pour moi, ça a pas de prix parce que avant de vivre ça, j'étais dans l'inconnu. Et puis, on est bien tombé 5 ans d'affilée. Mais c'était obligatoire qu'à un moment donné, tu aurais cette chute. Et je pense que tout bon sportif préparé à cette chute, même quand tout va bien, il est imbattable. Là, si tu veux, demain, nous, on se dit quoi ? On se dit, on peut que remonter la pente. Parce que là, on est tombé quand même assez bas cette année. Ce sentiment, il est presque agréable. Il est presque agréable parce que tu te dis, on va pouvoir peut-être se satisfaire de certaines choses qu'à l'époque, on n'arrivait pas à satisfaire. Quand tu enchaînes les victoires et que tu fais une 2e place, ça va pas. Par contre, quand tu as traîné des 10, 8e, 7e, et que tu arrives à remonter tout doucement sur le podium, chaque évolution
te remet un pic d'adrénaline, te fait rêver de victoire, jusqu'au moment donné où tu la décroches, cette victoire. Ouais, et moi, je rêve tous les jours de ce moment. Et ça me motive pour tout. Alors que quand tu décroches ces victoires, tu rêves de quoi ? Ouais. T'as peur de rééchouer. Mais il faut échouer une fois pour justement ne plus avoir cette peur, la comprendre. Et puis comprendre en plus que, si tu veux, cette descente t'apprend beaucoup de choses et te permet d'être meilleur après. Moi, si demain, on refait un pic positif, on gagne des courses, on gagne des titres, j'aurais plus peur d'échouer. Ouais. Je saurais que ça va arriver. C'est la dure loi du sport et c'est ça qui le rend beau aussi. Justement, je crois que c'est Océane May encore, je la cite, qui avait dit ça, mais en fait, les victoires, elles n'ont aucune saveur s'il n'y a pas des défaites avant ou s'il n'y a pas de défaites sur le chemin. Bien sûr. Et tu parlais d'introspection. Est-ce que justement, il y a des outils un peu plus pratiques que tu as mis en place ou des choses que tu as utilisées pour justement maintenant réussir à avoir cette sagesse et ce recul sur ces échecs ? Ouais, très sincèrement, pour moi, ça a été la préparation mentale qui a changé ma vie. Ok. De manière globale sur beaucoup de sujets. Le sport, globalement, mais le sport, c'est le premier truc sur lequel tu t'orientes quand tu deviens sportif. Tu te dis, oui, il faut que je me prépare physiquement, ça paraît logique. Et finalement, on n'a pas assez le réflexe du cérébral. Et pour moi, le travail que j'ai pu faire avec mon préparateur mental, où, mine de rien, l'idée pour lui au début, c'était de me donner des compétences pour aller chercher des victoires. Et ça fait 3 ans que je bosse avec lui, donc il a vécu une première année où il a appris un peu à me découvrir, et puis moi, j'étais dans la réussite. Puis après, il m'a tout dû dégringoler, quoi. Parce que dès 2023, on a eu des galères. Et en 2024, encore plus. Et pour autant, déjà, il ne m'a pas lâché. Mais surtout, il a concentré ses efforts sur le fait de me faire avoir ce discours aujourd'hui qui résonne dans ma tête, qui n'est pas juste un discours pour... c'est un truc que je pense, auquel je crois sincèrement, quoi. Mais c'est viscéral. Et grâce à ce gars-là, Marc, j'ai beaucoup évolué dans la tête et ça m'a permis d'aborder toutes ces difficultés avec un regard beaucoup plus positif en me disant ça arrive, c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux y faire, tu peux te plaindre tant que tu veux, je suis pas trop quelqu'un comme ça. Et derrière, ça m'a appris beaucoup de choses et puis on a dû tout de suite bosser du coup en priorité ces histoires de résilience, de remettre les objectifs là où on peut les mettre, d'essayer de se concentrer sur les objectifs de maîtrise, puisque mine de rien, pendant 2 ans on a continué à faire des courses et ça aurait été trop con de pas se servir de ces moments là pour apprendre. On a peut-être un peu mis de côté les objectifs de réussite et mis le paquet sur les objectifs de maîtrise dont on va pouvoir se servir plus tard. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire que c'est ça l'outil qui m'a le plus aidé. Ok, donc se faire accompagner au final, l'entourage. Mais tu as quand même eu le réflexe, vu que tu disais ça fait 3 ans que tu étais avec, tu as quand même eu le réflexe d'aller voir un préparateur mental avant qu'il y ait cette entre guillemets descente aux enfers, non ? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance puisque j'ai commencé à me passionner de golf il y a quelques années. Notamment parce que j'y allais pour manger régulièrement et je les voyais faire. Il faut que j'essaye un jour. Et le contact est très bien passé avec le président du golf. C'est le golf du Fort, là, à côté de Strasbourg. Qui m'a dit, il faut que je te mette en relation avec un gars. Je comprends pas pourquoi dans le sport auto, vous posez pas la question de la préparation mentale. Et vu que j'aime apprendre et découvrir, j'ai dit, hop, on essaye. Mais sans trop connaître la discipline. Ouais, par curiosité. Ouais. Et derrière, j'ai vu le champ des possibles et c'est là qu'on a continué à bosser ensemble et depuis, on s'est jamais quitté, quoi. C'est marrant parce que c'est la même chose qui s'est passée avec moi dans le sens où un coup, j'ai rencontré une fille qui m'a dit si tu veux, ma sœur, c'est une ancienne athlète pro et maintenant elle est préparatrice mentale. On a fait un épisode d'ailleurs donc avec Héloïse Terek, premier épisode avec une préparatrice mentale que j'ai fait, qui était très passionnant et j'étais un peu comme toi par curiosité intellectuelle et mettre aussi donner un peu de voix à ces personnes. Et en fait, maintenant, c'est ma préparatrice mentale depuis quelques mois où on travaille pour le sport. Et en fait, je me rends compte à quel point ça change, je ne vais pas dire la vie, parce qu'il y a aussi d'autres choses, mais à quel point ça aide à mieux se comprendre soi et dans tous les domaines de la vie, justement, pas au-delà du sport. Donc, c'est intéressant. Ouais, pour moi, c'était vraiment un gros axe de travail qui te permet de voir beaucoup de choses différentes, de beaucoup de comprendre. Et donc, réussir à faire de toi une meilleure personne, un meilleur sportif. Pour clôturer un peu cet arc 2023 et que cette année, j'ai noté. Alors, j'ai pris une note parce que j'avais peur de mal le prononcer, mais pour avoir une once de lumière, c'est aussi l'année où tu as fait ta participation à l'épreuve d'endurance la plus longue du monde, ouais. Qui est les 26 heures de Portimao. C'est ça.
Est-ce qu'on peut en parler un peu justement? Et j'ai aussi noté que c'est ce qui est sur ton site internet, je crois. Tu as fait plus de 1000 km en un week-end, ce qui est plus que l'intégralité de ta carrière en course de côte depuis 2015. Possible. Non, je dirais pas plus de l'intégralité puisqu'on fait 300-400 km par an en course de côte. Mais ouais, c'était énorme. Tu n'as jamais fait de relais de plus de 3 minutes. Moi, c'est mon cas en course de côte. Et là, on peut monter dans la voiture et puis il faut rouler 2 heures. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même travail. C'est là aussi que j'ai vu, et j'en parlais tout à l'heure, avec la diversité des disciplines en sport automobile. Tu peux être bon pilote avec les bases techniques de pilotage, mais chaque discipline est différente. Et il m'a fallu un certain temps d'adaptation pour être vite avec une voiture que je connaissais pas, dans un environnement que je connaissais pas. Là, tu dois prendre en compte la fatigue d'endurance. Même si c'est moins extrême que ma discipline, bah mine de rien, tu roules quand même 2 heures. On a roulé de nuit. J'ai fait ce relais de nuit, celui de 2 heures. Il y a du monde autour de toi, il y a des phares, t'enchaînes les tours, t'as la radio, tu dois parler avec du monde, tu dois aller faire du refueling. Enfin, plein de trucs que je connaissais pas. Donc c'est une épreuve, voilà. On y était allé, j'y suis allé avec des amis, des gens qui me soutiennent dans ma carrière en sport auto. Donc l'idée étant vraiment de passer un vrai bon week-end entre potes. Finalement, évidemment, quand t'es dans la voiture, t'as envie d'aller faire de la compétition. On s'était pas trop mal débrouillé. J'étais dans les 10 meilleurs temps sur 140 pilotes, quoi. Donc pas déconnant quand tu connais pas. Mais surtout, je m'étais bien amusé, quoi. Et ça te fait travailler des trucs un peu différents, puisque là, quand t'es dans la voiture, que t'as mal aux jambes, au dos, que tu transpires, t'as chaud, parce qu'on était quand même dans le sud du Portugal au mois de septembre, quoi. Et qu'il faut rester dans la voiture et faire des tours et garder ta concentration et donc mettre de côté un petit peu tous ces ressentis, toutes ces émotions qui ne pourraient que te faire perdre du temps. Ouais, c'était aussi un bon travail à faire. Ça te permet de relativiser aussi sur tes courses de côte aussi, mettre en parallèle. Bah ouais, tout est différent. Et c'est là que tu te rends compte que c'est deux sports complètement différents, qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est vraiment deux choses différentes et qui demandent des compétences et des capacités différentes. Merci pour ce petit passage. On a clôturé un peu l'année 2023 et tu disais que ces 2 dernières années, 2023-2024, n'étaient pas les meilleures en termes de performance, de résultats et à tout niveau. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la présentation que tu avais fait quand tu avais intervenu en cours. C'est justement sur cette année 2024 où tu as eu un gros crash en voiture à plus de 200, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien sûr. Je pense que la première question qui me vient en tête et qui vient aussi en tête des auditeurs, au-delà de est-ce que ça va, visiblement pour le moment, pour le moment oui, mais comment est-ce que c'est arrivé cet accident, parce que c'était en course en plus? Ouais, c'était sur une épreuve qui avait lieu le 14 juin en Allemagne, Glasbach. Et puis j'ai fait une erreur. On avait, depuis début d'année, parce que c'est une erreur que j'ai faite, mais pas tout seul, depuis début d'année, une voiture qui avait tendance à être un peu franche au niveau du coup de volant. C'est-à-dire que quand tu mettais de l'angle, elle avait tendance à très vite plonger à l'intérieur du virage. Il y a énormément d'explications qui peuvent être liées à ça. Et donc forcément, bah, ça prend du temps. Tu découvres pas la raison du truc en 2 minutes. Donc on avait essayé beaucoup de choses, on ne trouvait pas. Bon, c'était que la 5e course de l'année. Et je m'en plaignais de plus en plus. Mais j'arrivais à faire avec. On n'était sûrement pas au top de la performance, la voiture me bridait un petit peu, mais on arrivait à faire avec. Et donc on arrive à cette course en Allemagne où peut-être un peu moins vigilant. Quand elle m'a fait ça, j'ai pas su l'anticiper comme les manches d'avant, et je me suis fait surprendre. Et donc quand j'ai mis mon angle de volant, la voiture est allée très vite à l'intérieur du virage qui était protégé à l'intérieur par des piles de pneus séparées tous les 5 mètres, qu'on appelle anti-cut, qui servent à limiter notre tendance à aller à l'intérieur des virages, voire même des fois en dehors des limites. Et en tapant cette pile de pneus, j'ai cassé un bout de la lame de la voiture. Donc la lame de la voiture, c'est ton élément aéro qui fonctionne comme un aileron avant de Formule 1, qui est caché en dessous de l'élément de carrosserie avant, du capot avant. Et normalement, c'est une pièce en carbone. Sur un contact comme celui-ci, soit c'est ta pile de pneus qui va s'envoler, soit c'est l'angle de ta lame, parce qu'on a touché sur 4 mm. C'est l'angle de ta lame qui va casser. Et là, étonnamment, on a les 2 supports de la lame qui sont découpés en 2. La lame est passée sous la voiture. Donc ça m'a fait décrocher les roues avant de la piste. Et j'ai essayé de tourner, de freiner. Il n'y avait rien à faire. Je suis allé tout droit dans le rail en face.
derrière, après, il s'est passé. Tu maîtrises plus rien. Ouais. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça vachement impressionnant. J'arrive même pas à savoir qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là dans la voiture. Alors pour ceux qui nous écoutent, je pense il y a ils auront peut-être pas vu ta vidéo, mais je pense que tout le monde a déjà vu à l'époque en Formule 1 les Mercedes qui se soulevaient justement, qui se retournaient. C'est un peu l'impression que j'ai eue sur la vidéo que tu nous avais montrée. Quand ta voiture se décolle comme ça et que que ton coup de volant sert plus à rien, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Bah là, c'était très rapide. Entre les 2 premiers contacts, tu comprends rien. Déjà, le premier, moi, je l'ai pas vu venir. J'ai vu qu'il y avait eu un contact, mais voilà, ça passait vite. J'ai vu le capot s'envoler sans comprendre que c'était le capot qui s'envolait et que je suis allé m'écraser dans le rail en face. Mais tout ça, ça s'est fait en moins d'1 seconde. Donc, tu comprends rien. Tu comprends rien, surtout que là, tu es encore dans l'action. On va essayer de t'en sortir. Donc, j'étais toujours le regard là-bas en train de vouloir tourner, quoi. Je voyais que la voiture tournait pas, ralentissait pas. Mais j'avais pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Ce choc étant passé, il y a un deuxième choc qui est arrivé qui était le plus important. Et là, par contre, entre les 2 chocs, quand t'as la voiture qui vraiment. Il n'y avait plus de roues attachées sur la voiture, donc elle glissait carbone sur bitume. Là, tu sais que tu peux rien faire. Tu vois le rail arriver de l'autre côté. Là, par contre, t'as le temps de réfléchir un petit peu. Et puis à ce moment-là, moi, je m'étais vu mort. Je me suis tellement vu mort que j'ai même complètement relâché tous les nerfs de mon corps, quoi. Tu me vois derrière les bras ballants, la tête sur le côté, comme si j'étais parti. Parce que pour moi, le choc qui arrivait, il allait mettre fin à mes jours, quoi. Là où il était, c'est-à-dire sur le côté de la voiture, là où c'est le plus sensible. À la vitesse où j'arrivais, et puis vu l'angle du rail, parce qu'on était vraiment sur le début du rail qui sort de terre, quoi, donc l'endroit où c'est le plus rude. Ouais, je me suis très vite fait une raison, mais là, il y a sûrement plein de choses auxquelles tu penses. J'en ai pas des souvenirs très nets, mais aux gens, j'avais d'abord pensé à tous ceux qui étaient en bas. Tu vois, Hugo, on faisait partie, lui, il a vu qu'il y avait un accident, mais il sait pas ce qui s'est passé, quoi. Ils comprennent petit à petit que c'est toi, mais ils savent pas. Ils voient les ambulances monter. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais par contre, ils savaient que c'était une période où je prenais beaucoup de risques, puisqu'on essayait de combler un peu le déficit de la voiture. Ouais, tu penses à ces gens-là qui vont pas avoir des infos tout de suite. Tu te dis, putain, ça se trouve, tu pourras même jamais leur expliquer ce qui s'est passé, quoi. À ta famille, à tes amis, à tes partenaires. Tu penses un peu aux gens qui sont autour de toi, finalement, plus qu'autre chose. Okay. J'avais pas peur d'avoir mal, j'avais pas peur de mourir, j'avais peur d'inquiéter les gens. Ça fait beaucoup écho avec Arthur Planck, du coup, Gisetar, qui était préparateur mental, mais les gymnastes aussi. Il a eu un gros accident en compétition de gym à Mulhouse, en plus, je crois. Okay. Où sur un mouvement, il est mal tombé, il a fini les 4 pattes au sol et il pouvait plus se relever. Et en fait, la seule pensée qu'il a eue en tête, autre que se déplacer de la piste pour laisser passer les autres, c'était d'avoir fait peur aux gens et à son entourage qui était présent. J'ai 2 questions par rapport à cet événement avant de passer sur un mini-jeu pour changer un peu la dynamique de l'épisode. Tu parlais de la prise de risque. Justement, vu que tu as en plus les 2 casquettes, entrepreneur et pilote, comment est-ce que tu jauges et comment est-ce que tu calcules cette prise de risque? Peut-être que tu as une vision différente en fonction de si c'est l'entrepreneur ou le pilote qui parle, mais pour avoir échangé avec plusieurs sportifs ou entrepreneurs, il y en a beaucoup qui assimilent ça au poker avec l'espérance de gain de « je calcule pas sur est-ce que je vais gagner là ou perdre », mais sur le temps en fonction des... Alors j'adore les jeux, je suis très mauvais joueur. Ok. Je te donne mon exemple, là, ça va être plus de l'instinct et c'est pas toujours bon. D'ailleurs, au poker, je m'y file pas trop parce que pour moi, déjà, je sais pas, l'exemple collerait pas avec ce que moi j'en pense parce que pour moi, le poker, t'es quand même assimilé aux autres et à la chance. Ouais. Alors que pour moi, que ce soit en entreprise ou en sport, la chance, elle a pas tellement sa place. Okay. T'as des opportunités, faut savoir les saisir, tu te les crées souvent sans t'en rendre compte. Il faut une part de chance, mais elle est très légère. Pas comme dans des jeux d'argent. Par contre, j'aurais tendance à te dire que moi, ma prise de risque, c'est beaucoup sur de l'instinct, sur du feeling. C'est aussi de l'apprentissage. C'est ton expérience aussi qui te fait remettre ta prise de risque au bon endroit. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Okay. C'est très très con, mais tu vois, typiquement... J'étais au port de La Rochelle ce week-end avec ma compagne. J'avais besoin d'aller foutre la moitié de mon pied au-dessus de l'eau et l'autre moitié sur la terre pour me donner un petit coup de chaud. Et
Ouais, c'est con, mais souvent dans la journée, je vais me faire des trucs comme ça, prendre des risques, parce que j'ai besoin de cette adrénaline. C'est plus fort que moi, ça me fait du bien, ça me fait me sentir vivre. Derrière, après, maîtriser cette prise de risque, c'est super important dans notre sport, parce qu'au-delà de la prise de risque, bah, après, t'as l'accident. Ouais. Et là, ta vie est vite mise en danger, on l'a vu cette année. Donc, comment tu la calcules? Je te dirais simplement, hein, c'est assez aléatoire comme réponse, mais c'est la réalité, c'est du feeling, c'est de l'instinct, tu le ressens. Et c'est comme en entreprise, tu sais quand tu peux te permettre quelque chose, tu sais quand il faut que tu restes à ta place. Je pense que ça, c'est ton expérience qui arrive à te la donner, tous les moments passés. Et puis, ouais, c'est cet instinct, ce feeling que tu as en fonction de la situation. Ok. Au-delà du feeling et de cette part de chance, justement, par rapport à l'accident, parce que tu es encore pilote maintenant, tu n'as pas arrêté ta carrière suite à ça, comment on remonte en selle après avoir vu la mort, justement, vu que c'est ce que tu disais? Je sais pas si c'était une bonne technique pour le faire. En tout cas, la mienne, elle était simple. C'est que dans le lit d'hôpital, quand j'ai changé d'ambulance, on me fait changer d'ambulance, je me suis retrouvé en train de cuire au soleil pendant 10 minutes. Et c'est là que mes premiers proches ont pu venir me voir. Hugo était le seul à avoir eu Hugo, qui est mon meilleur ami, mon frère, hein, donc pour ceux qui comprennent pas pourquoi j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est celui qui m'accompagne un peu partout. D'ailleurs, il est présent derrière la qui est caméra. D'ailleurs présent, mais il me lâche jamais. Sinon, il s'ennuie. et ce jour-là, il est venu me voir, il me dit putain, ça va et tout, espèce de fou. Machin. Et je lui dis ouais, ça va. Il me dit mais t'as quoi? Je lui dis bah je suis tout neuf. Je pourrais pas te dire comment il m'a répondu parce que ça va pas aller pour les gens qui t'écoutent. Et derrière, je me suis dit, il faut remonter la voiture, commencer. Moi, ils veulent aller me faire chier avec des tests, des examens à la con, alors je leur dis que j'ai rien. Je vous rejoins. Et on attaque, on bosse sur la voiture toute la nuit, je roule demain, quoi. J'avais pas trop vu la voiture. Bah, derrière, quand je suis revenu, forcément, j'avais compris que c'était foutu. Mais comment t'expliquer? On sait quand on fait un sport comme celui-ci que ça fait partie du taf, en fait. Donc si ça t'arrête, c'est que t'étais pas fait pour ça. Oh, moi j'ai dit, ça m'a même pas fait peur, mais demain, si je dois en reprendre une comme ça, éviter. Parce que ça te fait foutre quand même des championnats en l'air, mais c'est pas l'homme qui aurait peur de ça, c'est le sportif qui cherche un titre, quoi, qui sait qu'il doit éviter ces erreurs-là. Mais ça m'a pas fait peur, je me suis pas senti inquiété, et j'avais juste hâte de revenir le plus vite possible, donc on a tourné pas à pas. Finalement, j'ai dû traîner 3 heures à l'hôpital avant de pouvoir faire un document qui déchargeait l'hôpital de responsabilité qui me permettait de sortir. Je suis allé voir la voiture. Bon, le jour même, on n'a pas fait grand chose. J'ai vu que c'était foutu pour le week-end. Mais le lendemain, on a listé toutes les pièces pour les recommander le lundi. Moi, le lundi matin, j'étais déjà chez le kiné pour aller faire mes compléments d'examen, mes machins, mes trucs, voir comment on devait travailler pour me réparer moi. Et gérer en fait toute la partie réparation mécanique. Et il fallait revenir parce que j'avais envie de rouler, parce que le championnat n'était pas fini. Parce que si on avait eu un peu de chance sur 2-3 cas, on aurait eu remonté la voiture en loupant que 1 ou 2 courses et le championnat n'aurait pas été trop atteint. Donc il y avait encore tout à reconstruire. C'était pas fini d'ailleurs, ça n'a jamais été fini. C'était juste une étape un peu pénible parmi tant d'autres. Mais la force, elle était dedans, quoi. J'avais la flamme. Moi, j'étais coincé dans la voiture, j'ai juste une envie, c'était de rouler. La passion. Et ouais, et puis là où j'étais le plus dégoûté, c'était au-delà de toutes les difficultés que ça entraînait derrière. C'était que ce week-end, je le sentais bien et que je pouvais pas aller au bout de mon week-end, tu vois. Ouais. C'est con, si je m'arrêtais sur un détail fou alors qu'il y a eu tellement de grosses conséquences derrière, mais ce qui m'a le plus vexé sur le moment, frustré, c'est putain, t'attendais de rouler, là, t'as fait qu'une manche et demie et puis tu peux plus rouler. T'as besoin de ça, c'est plus fort que toi, c'est dans tes tripes. Donc ça m'avait fait chier. Je comprends. Et bah, je pense qu'on te souhaite tous un meilleur départ et une meilleure saison. Ouais, mais il n'y a pas de raison, comme disent, des choses qui se préparent. Et puis si tenter qu'il y ait d'autres aventures comme celle-là, on fera comme avec celle-ci, on prendra le taureau par les cornes, on va faire à notre manière et on reviendra, parce que c'est comme ça, c'est le sport. Belle mentalité, je répète. Pour changer un peu la dynamique de l'épisode, justement, je prépare souvent un mini-jeu vers la fin de l'interview pour les invités. Juste avant, du coup, pour ceux qui nous écoutent, merci d'être encore là et n'hésitez pas à partager du coup l'épisode si ça vous plaît. Et comme à chaque fois, vous retrouverez tous les liens dans la description, que ce soit du podcast ou de Kevin. J'ai quelques questions. Le but, c'est que tu me répondes le plus spontanément possible ce qui te vient en tête. Le jeu s'appelle Top Chrono. Je me suis dit que ça serait bien pour un pilote de course. Première question, et on en a déjà un peu parlé pendant l'épisode, mais est-ce qu'il faut de la chance pour réussir ? Non. Quelle est la matière qu'on devrait enseigner à l'école ?
La persévérance. Est-ce que c'est important de sortir de sa zone de confort? C'est nécessaire. Quelle est la meilleure musique en voiture? Oula, j'en ai beaucoup. Je ne saurais pas te répondre à cette question. J'ai beaucoup de styles musicaux. Pas de souci. Quelle est la prochaine chose que tu aimerais apprendre? Partager, enseigner. Ok. On m'a beaucoup appris et je pense que maintenant j'ai envie aussi de pouvoir tirer des gens Ok. de Un peu l'avant. comme les conférences que du coup tu avais fait. Par exemple. Très, très inspirant. Quelles ont été les secondes les plus longues de ta vie? Bah, c'était celle à l'hôpital après l'accident. J'avais juste envie de revenir et de C'était même pas remonter la pendant bagnole. l'accident, c'était Non, vraiment c'était après. Là. Quel est ton meilleur souvenir en tant que pilote? C'était, j'en ai deux, mais le plus Tu peux fort, citer les deux si tu veux. c'était ma victoire à domicile en Alsace. Ok. C'était en 2022. 2022. Je dis mon meilleur souvenir, j'arrive plus à me rappeler de la date. Mais ça, c'était un des moments les plus ouf de ma vie, avec un chrono de dingue et que tous les gens derrière moi, une ambiance folle. Ouais, j'oublierai jamais ce moment-là. Et le deuxième meilleur souvenir, c'était notre victoire en équipe de France. On fait un sport assez individuel et le fait de gagner avec des gens qu'on côtoie dans l'année, qui sont habituellement des concurrents et là deviennent des membres de ton équipe, ça c'était vraiment ouf. Et puis les moments qui ont suivi ce moment de partage étaient géniaux. Je note. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une monoplace à part la course? Dormir. Tu fais la sieste souvent? Ça m'arrive. Ouais. Tu sais, on doit souvent se mettre en phase de concentration. Ouais. Et les premières fois où je l'ai fait, renseigné par mon prépa mental, et je me rappelle, ça m'est arrivé une course en Lorraine, en championnat de France. Je lui ai dit, putain, Marc, le problème, c'est que là, j'étais tellement dans mon truc que je me suis endormi dans la bagnole, quoi. Et puis personne te voit, t'as l'accès sur la tête et tout. Il me dit, c'est que t'étais très concentré. Donc voilà, je dirais dormir. Quel est le moment de ta vie que tu voudrais effacer? Il n'y en a pas. Quel est le cauchemar dont tu te rappelles tout le temps? L'accident. Ok. Et dernière question pour finir. Si demain, tu as le droit de faire un vœu qui va se réaliser? Travailler encore plus dur pour gagner plus facilement. J'allais dire pas explique, c'est trop facile, on en a parlé. Avant de partir sur les questions de fin habituelles du podcast, il y a toujours une petite partie d'échange un peu plus perso où c'est des questions que j'ai notées qui sont en lien ou non avec ce dont on a parlé avant. Il y en a une, j'en ai parlé justement un peu avec Hugo avant qu'on commence l'interview. Et en plus, vu que je vous ai vu arriver en voiture, j'ai vu que tu étais en passager, je me suis dit que la question était parfaite. J'entends souvent des pilotes, surtout de F1 ou de rallye, dire qu'ils n'aiment pas conduire dans la vie de tous les jours ou qu'ils sont mauvais conducteurs. Et à l'inverse, j'ai des amis qui ont fini dans des champs ou dans des bottes de foin en se prenant pour Sébastien Loeb sur des départementales. Est-ce que tu es un bon conducteur justement dans la vie de tous les jours? Oui. Okay. Oui, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que rapidement, j'ai signé un partenariat avec Espaçage BMW qui mettait à dispo une voiture qui était floquée à leur couleur. Et donc, qui à un moment donné remettait mes responsabilités de chef d'entreprise et de partenaire de faire les choses correctement. Donc, d'éviter de leur faire recevoir des amendes ou d'éviter de me faire arrêter en public. Donc, ça m'a rapidement freiné dans mes exploits de début de carrière dans le sport privé où j'avais plutôt l'esprit un peu chaud. Mais c'est vrai que rouler au quotidien, ça me fatigue. Parce que c'est un petit cran en dessous de ce qu'on fait nous en sport. Et j'ai du mal à le faire, j'ai du mal à rouler beaucoup. Ouais. Donc j'ai un super conducteur avec moi qui adore faire des kilomètres et qui, avec beaucoup de sourire, me laisse facilement dormir à côté de lui, puisque c'est mon lieu préféré pour dormir, les voitures. Et j'ai souvenir même d'un voyage en Autriche, début d'année, là, où il fallait qu'il m'emmène. On avait 13-14 heures de route. Donc il fait les 8 premières, tu vois, en enchaînant, puis il était cuit. Il me dit, tu veux pas prendre le volant? Je dis, si. J'ai pris le volant 1 heure, je me suis dit, écoute, je me suis fait flasher 3 fois là, sur l'autoroute allemande. Bah tiens, reprends le volant parce qu'on va finir par avoir aussi cher d'amende que de déplacement professionnel. Donc je lui dis, reprends le volant, puis il a refait les 4 heures derrière, quoi. Donc je suis pas passionné par la conduite de tous les jours. J'ai besoin de la compétition, donc on va dire que je délaisse ma fougue quand je suis en sport auto, mais pour autant faire les 50 000 km que j'ai habituellement à l'année, c'est fatigué. Ouais. Ouais, je comprends. Je pense que quand on est habitué à faire certaines choses à un certain rythme,
le faire à un rythme plus lent ou c'est très compliqué. J'ai 2 questions que je pose aussi souvent aux invités que j'ai notées pour cette partie perso. Et la première, moi je pense que la réponse est facile, ça se voit à ton sourire, mais c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Et si oui, du coup, sur quels critères ou quelles valeurs tu te bases pour jauger ton niveau de joie? Je suis très heureux. Je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que chaque matin, je me lève et j'ai la chance d'être bien accompagné, bien entouré par des gens que j'aime et qui m'aiment. Puisque j'ai la chance d'avoir la confiance de beaucoup de gens dans mon projet et qui croient en moi. Et parce que j'ai la chance de tous les jours devoir préparer ce projet, m'entraîner pour, travailler pour préparer mieux. Bonne réponse. Même si je précise à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est sûr. Dernière question avant de basculer sur les questions de fin. Pareil que je pose de temps en temps à quelques invités, mais avec ton niveau de performance et d'engagement, je pense que la réponse peut être très intéressante et enrichissante. Quel est le plus gros mensonge qu'on t'ait fait croire, que ça soit dans le milieu professionnel, entrepreneurial ou dans ta carrière sportive? Il y a des gens qui me doivent encore beaucoup d'argent, par exemple. C'est des vrais bons gros mensonges. Sinon, j'aurais tendance à te dire que c'est ceux qui m'ont un peu... J'ai eu 2 cas comme ça, hein. Des gens qui te prennent sous leur aile en te disant on va t'emmener très loin et qui finalement font pas la moitié de ce qu'ils t'ont promis. Ok. Ouais, donc ceux qui font pas vraiment ceux qui disent. Je note. Je prends mon téléphone pour les questions de fin parce que, comme à chaque fois, la première, c'est l'invité précédent qui te l'a écrit. Aujourd'hui, la personne qui t'a écrit cette question, c'est Greg Ibeknoussen. Désolé si j'ai écorché ton prénom et ton nom de famille. Normalement, c'est bon. Et il t'a écrit... Alors, c'est un préparateur physique dans le sud de la France et il est sélectionné pour les championnats du monde d'Ironman 2025. Donc un très bon niveau sportif, même s'il ne fait pas ça pour la performance. Il t'a écrit « Que serais-tu prêt à sacrifier pour réaliser un de tes rêves ?» J'ai déjà tout sacrifié. Je suis prêt à tout sacrifier. Donc, je pourrais te dire un peu tout. Simple et efficace. Voilà. Pour basculer sur les autres questions de fin, du coup, la première, c'est imagine que tu n'aies aucune limite de budget ou chronologique, entre guillemets, et que tu doives construire ta Dream Team. Donc, en général, je dis 5 personnes, mais ça peut être plus ou moins 1, pour t'aider justement à atteindre tes rêves ou les accomplir. Ils sont là pour te mentorer ou t'aider à travailler ton mindset. Qui est-ce que tu choisis et pourquoi? Tu vas encore me dire que je fais simple, mais je l'ai déjà ma Dream Team. Je suis très très bien entouré. Si je devais la compléter, je rêverais de trouver vraiment un mentor, quelqu'un qui a réussi dans le sport auto, qui est peut-être encore et qui pourrait me dire si des fois je me trompe ou si des fois j'ai raison. Aujourd'hui, j'en ai plein des mentors, hein. C'est tous ces chefs d'entreprise et tous les gens qui me soutiennent et qui me disent juste continue à être toi-même. Donc je me tiens à ça. Mais c'est vrai qu'avoir à nos côtés quelqu'un qui a arrêté sa carrière, qui a fait des belles choses et qui me dit je te prends sous mon aile, je t'accompagne au quotidien, ça serait peut-être la pièce manquante à l'édifice qu'on a déjà, mais qui aujourd'hui serait un plus. Mais ma Dream Team, je l'ai déjà avec moi. Très bonne réponse, encore mieux que ce que j'espérais. Est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire, qui te suit depuis longtemps ou que tu te répètes souvent, entre guillemets, pour continuer d'avancer et gagner? Plus vite tu vas, moins longtemps tu risques. J'ai même pas les mots pour commenter cette citation. Voilà, ça c'est ma citation. Je note. Est-ce que s'il y a un livre que tu devais offrir au monde entier, entre guillemets, que tout le monde devrait lire, lequel ce serait? L'art du retard. Parce que je l'ai acheté la semaine dernière. Je suis en retard partout. Tu l'as vu toi aujourd'hui. Et au moins ça permettrait aux gens d'avoir une liste d'excuses à disposition où ils n'auraient pas besoin de me demander pourquoi. Mais j'ai une position là-dessus où c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes et un entre deux, mais il y en a, ils sont tout le temps à l'heure ou en avance parce que je sais pas si c'est une conscience professionnelle ou un don de je ne sais qui fait qu'ils arrivent, quoi qu'il en coûte, à être là, présent. Et il y en a qui sont toujours en retard, qui ont toujours des excuses à rallonge, mais
En fait, les excuses sont tellement improbables qu'on a l'impression que c'est un film, alors qu'en fait, c'est la vérité c'est ce qui se passe vraiment. Non, mais j'ai acheté un livre pour ça, là, j'avais plus d'excuses moi en stock. J'ai dit maintenant j'en ai plein. Du coup, la serrure de tout à l'heure, c'était une réelle excuse. Non, ouais, là, non, ça nous est vraiment arrivé cette histoire. J'ai des vidéos à l'appui, je te montrerai. Pas de souci. On a fait le livre. Dernière, c'est pas vraiment une question, c'est plus un passage de micro. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes, pour avoir une mixité, que tu me recommandes d'aller interviewer ou que tu aimerais voir passer derrière le micro de Crisis ? Un sportif ? Sportif, entrepreneur, ami, qui tu veux. Dure cette question. Non. Il va rien raconter. Lui. Non. Comme ça, j'ai pas. En plus, tu me demandes de la mixité, donc faut que je fasse attention à ça. Après, si tu donnes qu'un nom, c'est pas... J'ai une amie à moi qui m'a beaucoup inspiré, Cindy Gudet, qui est aussi pilote en course de côte, qui elle a réussi à suivre un chemin encore plus propulsé que le mien. Et on a grandi un peu ensemble en compétition, et je suis assez admiratif et fier du parcours qu'elle a encore aujourd'hui, qu'elle a pu avoir. Elle est aussi de la région ou pas du tout ? Non. Elle est de l'Ain. Et voilà, on s'est toujours un peu suivis, on a à peu près le même âge. On a fait la fête ensemble, on s'est confié l'un à l'autre, on a été amis très proches, on l'est toujours. Mais voilà, dans le sport auto, elle a vraiment, vraiment su profiter de beaucoup d'opportunités qu'elle a su se créer. Donc je pense que ça serait un profil très intéressant à interviewer. Je note, merci beaucoup. Et après... Sinon, on en reparlera ce soir au restaurant et tu me donneras. Ouais, peut-être. Il n'y a pas de souci. Peut-être que je t'en trouverai un autre. Il n'y a pas de souci. Comme ça. Enfin, j'en ai tellement que je ne sais pas lequel pourrait dénoter particulièrement, quoi. Pas de souci. Dernière question de l'épisode, c'est promis. Je la pose aussi à tous les invités. Mais est-ce que c'est un épisode réussi ? En tout cas pour toi. Bien sûr. Quand tu parles de ce que t'aimes et de ta passion, c'est toujours des épisodes réussis. Et je note, je sais plus si je l'ai dit pendant l'interview ou je sais qu'on en a parlé en off. Je vais être très frustré de cet épisode parce que j'ai envie de faire de la course automobile et malheureusement à chaque épisode et à chaque sport que tu découvres. Malheureusement, ça coûte plus cher qu'un vélo. C'est vrai. Merci du coup aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et comme je l'ai dit précédemment, vous pourrez retrouver tous les liens de Kevin dans la description pour le suivre et suivre son aventure. Je t'avais promis que c'était la dernière question. Promis, c'est plus une question. Je le fais avec tous les invités, mais tu as le mot de la fin pour clôturer l'épisode. Si tu veux, tu peux même le faire en regardant la caméra pour ceux qui auront la vidéo. Je regarde la caméra. Et ça sera fini. Non, écoute, le mot de la fin, c'est de remercier tous ceux qui sont toujours à mes côtés. Hugo, on est le meilleur exemple. Merci à toi d'être venu nous permettre de parler un petit peu de ce qu'on vit au quotidien. Merci à tous les gens qui sont avec moi, tous mes partenaires, tous mes amis, tout le monde, tous ceux qui sont avec nous. Très beau mot de la fin. Merci à toi de m'avoir invité ici. Avec plaisir.